Bienvenue. Thématique du jour, Private Equity. Ne laissez pas le non-coté de côté. Voilà, c'est une thématique sur laquelle on risque de communiquer de plus en plus chez Lynxea au cours des mois qui viennent. On va essayer de vous expliquer pourquoi et de vous expliquer ce que c'est que cette petite bête Private Equity dont on entend beaucoup parler. Donc, j'ai la chance d'accueillir ce soir Eric Bouchnelli, qui est l'un des cofondateurs de Isatis Capital, ainsi que Luc Marenda, qui est partenaire et donc associé en français chez Euraseo. Bonsoir. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va pouvoir commencer. Le private equity, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, pour tous ceux qui lisent la presse spécialisée, qui se promènent un peu sur les forums, on parle d'une classe d'actifs qui se démocratise. Voilà, c'est un terme qui revient un petit peu plus sur le devant de la scène, au même titre qu'une autre classe d'actifs que sont les produits structurés. Et on trouvait assez intéressant de vous donner un bon aperçu de ce que c'est que cette typologie d'investissement. Donc oui, ça se démocratise. Oui, on vous dit que c'est extrêmement performant et on vous dit avant tout que c'est de l'investissement dans l'économie réelle et on va voir pourquoi. Et donc, je pose cette question à Eric et Luc. C'est quoi le private equity pour vous ? Pour moi, enfin pour nous, pour Isatis Capital, mais en général également, le private equity, c'est effectivement l'investissement dans des entreprises, qu'elles soient françaises ou autres, non cotées en bourse. Et à partir de là, c'est d'accompagner ces entreprises en les finançant bien évidemment, mais en les accompagnant au-delà du financement par tout un tas d'outils mis à disposition pour les aider à aller encore plus loin que le développement qu'elles ont acquis. Donc, il y a un côté partenariat financier et coaching du quotidien. Exactement. Voilà, je confirme, c'est tout à fait ça. On a beaucoup de travail en plus des millions d'euros que nous apportons aux entreprises pour contribuer à la création de valeur avec une bonne gouvernance. C'est surtout ça qui compte. Une des raisons principales de la surperformance du private equity par rapport à certaines entreprises cotées, c'est qu'il y a souvent une gouvernance qui est de meilleure qualité parce qu'on est en petit comité autour de la table, donc les problèmes se règlent beaucoup plus vite et surtout avec une approche du moyen et long terme, ce qui n'est pas forcément le cas sur les boîtes cotées. Ouais, donc on va bien plus loin que le simple chèque qu'on met au coin de la table pour prendre une quote-part du capital. Absolument. Donc, alors, pourquoi s'y intéresser au private equity ? Vous êtes tous épargnants, vous êtes tous sensibles à la performance de vos contrats d'épargne, assurance vie ou épargne retraite. Ce qu'on vous a mis à l'écran, c'est deux choses. La première, c'est le taux de performance d'un indice de private equity au cours des 20 dernières années. Et vous pouvez voir que cet indice, dont les barres sont en orange, surperforme l'indice MSCI Monde, qui est un indice un petit peu référence, sur des durées qui sont de 5, 10 ou 15 ans. Voilà, donc les taux de performance sont bons. Le graphique de droite montre le comportement de ces mêmes classes d'actifs au cours de différentes périodes, dont celles qui apparaissent en grise, qui sont des périodes de récession. Et malgré cela, et vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, dans ces périodes difficiles, les performances restent quand même assez sympathiques. En fait, je reviens à ce sujet de gouvernance et de stratégie à moyen et long terme. En fait, quand on se trouve confronté à une récession, si l'entreprise a une bonne gouvernance et qu'en plus elle a la chance d'avoir à son capital un fonds de private equity qui a les poches profondes, de manière générale, les entreprises prennent plutôt les bonnes décisions. Elles font moins d'erreurs, donc elles se mettent face à la vague. Elles font ce qu'il faut pour passer les périodes les plus difficiles. Et souvent, ce qui se passe après, c'est que dès que ça commence à se calmer, la chance qu'elles ont, c'est d'avoir justement ces fonds de private equity de leur capital avec de l'argent. Et donc, elles peuvent faire leur marché et aller acheter des concurrents qui n'ont pas eu cette chance ou qui ont peut-être fait des erreurs parce que les crises, ça génère toujours des déséquilibres. Et donc, en fait, c'est une des raisons peut-être pour lesquelles globalement, même en période de récession, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Tu partages Je partage totalement ce que vient de dire Luc Marenda. J'ajouterais deux petits points. Cela dit, je pense que quand on est en période de récession, il y a effectivement tout ce qui a été dit précédemment, mais il y a aussi une question de valorisation. On peut rentrer sur des niveaux de valorisation plus faibles, et derrière cela, on a aussi des dirigeants qui sont encore plus à l'écoute
de tout ce qu'on est à même de leur apporter en matière de conseil, parce qu'ils sont confrontés à des difficultés potentielles, et donc là, ils sont encore plus attentifs que précédemment. Donc, c'est un surplus de concentration sur la mise en place d'une organisation la plus à même à surfer sur cette vague de récession pour en sortir de la meilleure façon. Donc, c'est parfait. Donc, si on regarde un petit peu ces graphiques, on gagne à tous les coups. En tout cas, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure avec les risques aussi de cette classe d'actifs. Mais vous voyez que dans des portefeuilles, bien globalement, cela permet d'une part de générer de la performance et d'autre part de réduire en partie la volatilité quand on connaît des baisses de marchés financiers cotés qui peuvent être parfois assez significatives. Alors, une fois qu'on s'est dit que c'était performant, y compris pour un épargnant averti qui viendrait chez Lynxea regarder l'offre à disposition, on s'aperçoit que choisir le private equity, qui est une famille d'investissement, ne permet pas de se dire j'ai une martingale gagnante. Ce que vous nous avez permis de mettre à plat ici, ce sont en fait les différentes stratégies d'investissement auxquelles l'investisseur va pouvoir participer et qui sont un peu fonction du cycle de vie de l'entreprise. Donc, on commence par le capital risque ou venture capital. Donc là, on rentre vraiment sur des sociétés qui sont extrêmement jeunes. Je ne vais pas dire que c'est le syndrome start-up, mais en tout cas, on s'en rapproche des sociétés extrêmement jeunes. Ensuite, la partie capital développement sur des sociétés qui ont déjà une certaine activité et qui veulent poursuivre. Tu peux peut-être détailler un peu le développement et la transmission. Effectivement, ce qu'on cherche à faire, c'est d'amener les clients privés, surtout dans le cadre de contrats d'assurance vie, sur des solutions qui sont les plus prédictives possibles et qui représentent des volumes, des univers d'investissement les plus profonds possibles. Il se trouve que c'est pas le cas trop du capital risque, qui reste quand même relativement petit en termes de taille. En revanche, dès qu'on arrive sur des sociétés qui sont plus matures, qui sont systématiquement profitables, qui ont des valeurs d'entreprise, on va dire, de 50 à 500 millions d'euros, là, on a des entreprises qui sont bancables, qui sont établies depuis longtemps, souvent sur des modèles économiques très récurrents, qui passent très bien les crises. Et c'est ces entreprises-là que favorise en fait la majorité du marché la majorité des investisseurs non cotés, notamment les grands institutionnels. Et nous, on a bien se caler là-dessus parce que c'est là où on a en fait les plus gros volumes possibles d'investissement avec le plus de prédictabilité possible. Ouais, donc il n'y a pas le côté on va faire x1000 sur l'investissement. Non, c'est pas l'idée. Voilà. Et voilà, c'est pas l'idée en tout cas sur les contrats d'assurance vie. Eric, Alors, nous, effectivement, on intervient sur les deux stratégies, capital développement et capital transmission. En fait, on peut assimiler ces stratégies à la vie d'une personne physique. Une société, c'est une personne morale. Capital risque, je suis dépendant de mes parents. Là, je suis dépendant vraiment financièrement de l'apport des capitaux risqueurs qui vont me financer, sachant que je consomme ce cash sans résultat positif, donc je fais des pertes. Et puis, capital développement, j'ai trouvé mon marché, je génère un vrai chiffre d'affaires, je génère des résultats positifs, j'ai toujours une croissance significative, autour de 10%, voire plus, ça dépend des métiers. Il y a une forme de résilience très forte, effectivement, comme le disait Luc, dans la plupart des entreprises qui sont assises sur un vrai marché. Et puis, en règle générale, comme ces entreprises ont quand même un âge qui est de 15 ans, 20 ans, une partie des dirigeants ou des fondateurs peuvent souhaiter monétiser un morceau de leur capital. Et donc, on peut faire une double opération de financement en mettant de l'argent dans l'entreprise pour aller encore plus loin et en rachetant des titres aux fondateurs pour leur permettre de monétiser un peu de leur patrimoine industriel. Alors, est-ce que l'un de vous peut essayer de détailler ce que c'est que le LBO? Parce que dans la tête de beaucoup de particuliers, il y a ce côté un peu à la fois anglo-saxon, parfois gros mots où on en a peur. Mais est-ce que quelqu'un peut détailler ce mécanisme qui est en fait assez bénéfique pour la majorité des entreprises et des dirigeants qui souhaitent un petit peu… Vas-y. Bon. C'est simple, ça entame un peu ce que je disais précédemment, à savoir que je suis actionnaire de l'entreprise que j'ai créée, ou on est un groupe d'actionnaires qui avons créé une entreprise. À un moment donné, je souhaite pouvoir monétiser une partie de mon patrimoine industriel ou commercial au travers d'une opération où je vais faire rentrer un fonds dans mon capital. Ce fonds va me financer en rachetant ou en faisant une augmentation de capital pour que je puisse sortir mes titres et en même temps apporter de la dette.
Et cette dette, ensuite, ça permet de compléter effectivement les modalités de financement concernant la valeur totale de l'entreprise. Si je rachète 60% d'une entreprise qui vaut 100, je dois financer 60. Une partie sera financée en actions, augmentation de capital, une partie sera financée en dette. Et à partir de là, le cash flow de l'entreprise remboursera cette dette et se retrouvera dans la valorisation de l'entreprise une fois la dette remboursée. Okay, donc c'est très proche d'un achat immobilier où, au fond, si j'ai des revenus, je peux emprunter à la banque pour faire de la dette. Et puis la quote-part d'apport personnel qu'on va me demander. Exactement. C'est exactement ça. Point important, c'est qu'il faut faire attention au levier financier de la dette, effectivement, qui, dans les périodes où les taux étaient très très faibles, a permis de commettre certains excès, avec des taux d'endettement très élevés, des leviers financiers très élevés. Donc, il faut toujours avoir en tête de laisser de la marge aux entreprises pour que le cash flow, en partie, aille à l'investissement et à la croissance. Oui, passe uniquement pas simplement au remboursement de la dette. Ça fait une belle transition sur comment est-ce qu'on rentre au capital d'une entreprise. Donc, on a en capital ce qui est plutôt le modèle Isatis, et puis où là, c'est ni plus ni moins qu'on achète une quote-part. On injecte des capitaux, de l'argent sous forme d'augmentation de capital. Donc, on crée des actions nouvelles et on investit dans cette entreprise. On devient un actionnaire à part entière. Exactement, on devient un minot majoritaire. Donc, et après, le modèle de dette que toi, tu et la dette privée, justement, c'est le pendant, donc c'est l'effet de levier sur une opération de LBO dont on vient de parler. Donc, cet effet de levier, il faut qu'il soit raisonnable. Donc, par exemple, chez Eurazeo, on ne va jamais prêter plus de 4 fois le montant du résultat d'exploitation de notre société. Et ce qu'on appelle, nous, dette privée chez Eurazeo, c'est ce qu'on appelle la dette unitranche. C'est-à-dire que nous sommes le seul prêteur qui apportons des montants de financement compris entre 20 et 80 millions d'euros. Donc, si on fait le calcul, on prête à des sociétés qui font entre 5 et 20 millions d'euros de résultats d'exploitation, jamais plus, pour justement être raisonnable, parce que on veut pas mettre en danger l'entreprise. On veut prêter de l'argent, on veut se faire rembourser, et surtout, on fait attention à ce que la génération de cash de la société soit suffisante pour payer la charge d'intérêt. Aujourd'hui, la génération de cash, de free cash flow des sociétés pour payer la charge des intérêts, c'est 2,3 fois. Donc, on a largement de quoi payer les intérêts de la dette, même avec les taux d'intérêt actuels, et ce sont toujours des dettes in fine. C'est-à-dire que là aussi, on veut privilégier le business. Donc, quand une société, dans le cadre d'un LBO, va faire des acquisitions, c'est très important que tout l'argent qui est généré par le cash flow permettre la croissance de l'entreprise, travaille vers les opérations et pas à rembourser le capital. Donc, en fait, la charge financière de la dette privée, pendant sa durée de vie, c'est uniquement les intérêts, et le principal est payé in fine. Très bien. Alors, maintenant, comment acheter du private equity ? Donc, on va commencer par la partie droite, qui est la partie auquel on a peut-être nombre d'entre nous été confrontés. C'est j'investis tout seul comme un grand. J'ai un ami, un proche qui monte une entreprise. On va sur une plateforme de crowdfunding et on me présente un projet d'investissement dans des entreprises. Généralement, ces projets sont sur des entreprises de petite taille. On y revient. C'est plutôt, il y a ce côté un peu start-up, amorçage. Voilà. Et on peut acheter des parts d'entreprise, soit sur un compte titre, soit au sein d'un PEA. L'inconvénient majeur reste souvent le peu de diversification possible. Et puis parfois le manque de suivi qu'on peut avoir sur les investissements. Et puis l'autre moyen d'investir, ce sont d'investir dans des fonds, au même titre qu'un OPCVM au sein d'un contrat d'assurance vie. Donc là, c'est du clé en main. Vous faites confiance à une société de gestion. On en a 2 ici présentes pour ceux qui sont arrivés en cours de route, Isatis d'une part et Eurazeo d'autre part. Et ces fonds vont pour vous, avec leurs équipes, investir dans un panel d'entreprises, donc avec une diversification qui sera évidemment plus grande et sur des entreprises, on l'a dit, souvent plus matures auxquelles le particulier n'a pas accès en direct. Est-ce que je raconte pas de bêtises sur le sujet ? Tout est clair, tout est bon. Alors Luc, tu peux peut-être nous donner un petit peu la définition de ce qui est en bas de la partie gauche, c'est-à-dire la différence entre un fonds evergreen et un fonds millésimé. Pourquoi ? Alors en fait, quand on investit dans l'entreprise non cotée, donc déjà je dirais que le gros intérêt d'aller sur un fonds d'investissement, c'est que
D'abord, on bénéficie d'un portefeuille, donc d'une plus grande diversification par rapport à de l'investissement en direct par une personne privée. Et puis surtout, c'est une sélection qui est faite par des équipes qui sont des professionnels de l'investissement. Et je pense que ça, en termes de qualité moyenne générale d'entreprise qu'on peut atteindre, c'est quand même à l'avantage de l'épargnant d'aller sur un fonds d'investissement parce que justement, on est professionnel. Alors ensuite, après, quand on s'adresse au marché non coté, justement, les entreprises ne sont pas cotées en bourse. Donc, soit on a le choix d'aller sur ce qu'on appelle un fonds fermé, donc un fonds millésimé, c'est-à-dire que le fonds il est ouvert à la souscription pendant une certaine période. Ensuite, il ne prend plus de nouveaux investisseurs. Il va constituer son portefeuille de sociétés non cotées. Il va falloir, donc ça se fait pas du jour au lendemain, il faut quelques années. Ensuite, après, ces entreprises, il faut leur laisser le temps de croître et après, il faut les vendre pour pouvoir rendre de l'argent aux clients. Donc, en fait, on est sur des agendas qui peuvent être relativement longs, en général une bonne dizaine d'années. Et surtout, l'investisseur client n'a absolument aucune latitude dans son agenda, dans sa décision d'investir. Sa seule décision, c'est de dire, voilà, je fais confiance à cette équipe et je rentre sur ce fonds millésimé. Et puis ensuite, après, j'oublie le fonds pendant 10 ans. Et puis quand ça reviendra, ça reviendra. Et j'espère que j'aurai fait un bon investissement. En général, c'est des bons investissements. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur le fonds Evergreen, c'est différent. On renverse la table complètement. C'est-à-dire qu'on va créer une structure de fonds perpétuels qui ont une durée très longue, dans laquelle qu'un OPCVM traditionnel. Exactement. Et justement, toute la raison et tout l'intérêt de ces fonds-là, c'est que on arrive à structurer un véhicule qui vous expose au marché non coté avec une structure qui est familière à nos auditeurs, puisqu'ils ont l'habitude, quand ils vont aller sur un fonds coté, d'abord de regarder dans le rétroviseur, voir ce qu'a fait le fonds, parce que le fonds, en général, a un historique de performance. C'est le cas de nos deux véhicules. On verra tout à l'heure. On voit ce qu'ils ont fait. On est libre de rentrer quasiment quand on le souhaite. Et puis, on peut sortir presque quand on veut. Alors, bien sûr, on ne peut pas sortir quand on veut parce que, encore une fois, les entreprises ne sont pas cotées. Oui, ce n'est pas un fonds en euros. Ouais. Ce n'est pas un fonds en euros. Mais toujours est-il qu'on a la maîtrise de son agenda. Et ça, c'est la grande nouveauté qui, depuis quelques années sur ces fonds Evergreen qui rencontrent beaucoup d'adhésions dans le marché. Alors, on va y venir après. Donc, le private equity chez Lynxea, vous avez de la chance. On a été quasiment les premiers à intégrer des fonds de private equity au sein de nos contrats d'assurance vie. Aujourd'hui, on a une offre qui est extrêmement large sur les contrats Lynxea Avenir 2. On a 6 fonds disponibles. Voilà, une partie sont des fonds fermés et puis une partie sont des fonds evergreen, comme on vient de le dire. Chez Lynxea Spirit, on en a 13. Voilà, chez Lynxea Vie, 4 et sur Lynxea Zen, 3. Vous pouvez retrouver les 2 fonds sur Lynxea Avenir, Lynxea Spirit et uniquement le fonds Isatis pour l'instant chez Lynxea Vie. Et vous retrouvez à droite les 2 maisons qu'on accueille aujourd'hui, Isatis Euraseo, et puis d'autres noms relativement connus de cette industrie comme Ardian, Apax, voilà, qui sont, on va dire, des sortes de poids lourds de cette industrie au niveau institutionnel aussi. Donc, ces fonds-là sont accessibles généralement à partir de 1 000 €. Dans le cadre de l'assurance vie, c'est-à-dire que tant qu'au fond, vous êtes dans l'assurance vie ou dans votre PER, vous achetez, si vous vendez dans 5 ans, 6 ans, 8 ans, avec des plus-values, bien globalement, vous n'aurez pas de fiscalité. C'est la même chose que pour les autres supports d'investissement. Et puis, point qui est quand même important, c'est que cette liquidité dont on parlait, que vous ne trouvez pas si vous investissez tout seul dans une PME de votre propre chef, eh bien, l'assureur va assurer la liquidité, ce qu'on a aussi sur les véhicules immobiliers. Donc ça, c'est quand même un point qui est relativement intéressant. Alors, on va parler des risques. Le risque, Luc t'en a parlé, c'est une forme d'absence de liquidité théorique, c'est-à-dire le temps de laisser le portefeuille vivre sa vie et éventuellement d'en sortir. Eric, tu peux peut-être nous commenter ce côté courbe-en-J, en fait, ce côté investissement long terme et génération de la performance. Oui, sans problème. Alors, effectivement, il faut considérer là le rythme de vie d'une entreprise. Quand je fais un investissement nouveau, l'investissement n'est pas rentable instantanément. Je dois d'abord investir, construire des nouveaux bureaux, recruter des équipes, acheter des machines ou du matériel, et tout ça pour générer un chiffre d'affaires additionnel et des résultats futurs additionnels. À partir de là, mon investissement, quand je commence ma vie du fonds, je vois ici, on est à 0, ça creuse, donc j'ai investi, le fonds a supporté des frais,
Et donc, pour le moment, il n'y a pas eu de revalorisation de l'entreprise retour sur investissement par rapport au prix d'entrée. Et donc, évidemment, on commence à creuser la performance du fonds. Ça peut durer 3-4 ans. Et ensuite, ça remonte, puisque là, le plan d'investissement génère les résultats que nous attendions. Et la société se revalorise. Et la revalorisation fait remonter la valeur liquidative du fonds. Et c'est ce qu'on voit avec la poursuite de la ligne bleue. Et donc, on voit bien que ça forme une sorte de J. Ce qui est important, c'est quand on parle de fonds evergreen, on n'a pas ce genre de situation. Pourquoi ? Parce qu'un fonds evergreen est déjà, quand on prend nos 2 fonds, constitué depuis longtemps. Nous, notre fonds, il a 6 ans et demi. Celui de Luc, il a déjà un portefeuille embarqué ou des investissements embarqués. Exactement. Et donc, qui ont déjà amorti au fond. Il y a déjà un amortissement réel de cet effet du J qui se creuse. Et donc, on rentre avec un effet de baisse de valeur liquidative largement moins prononcé, qui fait que les sociétés qui sont rentrées il y a 3 ans, 4 ans et un peu moins, génèrent de la plus-value. Et absorbent cette quote-part de Courbangy que vous allez faire sur de nouveaux investissements. Donc, à partir de là, effectivement, on est dans un autre profil de performance que celui qu'on peut avoir dans un fonds millésimé, qui pour autant est aussi un modèle de fonds performant, mais avec ce petit trou d'air qui peut paraître parfois un peu pénalisant aux porteurs, parce que c'est vrai que c'est jamais agréable de voir une valeur liquidative baisser, mais c'est pour respecter le temps de l'entreprise. Moi, je dis souvent le temps de l'entreprise n'est pas celui de la bourse. La bourse réagit à tour de bras et dans tous les sens. Construire une entreprise, la développer, ça prend du temps. Il faut investir, il faut accompagner. Et si on le fait bien, ça génère de fortes performances. On l'a vu en début de présentation. Donc, en tout cas, pour tous ceux qui achètent des fonds millésimés au sein des contrats, pas d'impatience. Voilà, si les fonds sont jeunes, vous allez peut-être voir cette valeur ou cette valorisation patiner un petit peu de manière logique pendant quelques années, le temps de voir de la performance se mettre en place. C'est un phénomène normal. Et puis, dernier point, on le rappelle pour tous les auditeurs, mais c'est une unité de compte, ça n'est donc pas garanti en capital et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Voilà, c'est important. Alors, on avait reçu quelques questions. Quels sont les risques de perte en capital sur cette classe d'actifs ? Comme tu le disais très justement, ce ne sont pas des produits garantis. Hein. Donc, si nous faisons des investissements en capital dans des sociétés et que cette société part au tapis, est en liquidation, on aura perdu notre argent. Donc, la réponse à ça, c'est de se dire qu'il faut bien diversifier son portefeuille pour éviter d'avoir, justement, si jamais il y a une société qui est en difficulté, c'est qu'une petite partie du portefeuille. Et en dette privée, c'est une société pareille. Si une société n'arrive pas à rembourser sa dette, on a toujours ce risque qui peut arriver. Mais ça, c'est la vie des affaires. On ne peut pas espérer avoir de la rentabilité dans de bonnes conditions sans prendre ce minimum de risque. Alors après, c'est pour ça que l'effet mitigateur, c'est de la diversification, c'est travailler avec des maisons de gestion qui ont un historique, du track record, pour éviter au maximum ce genre de risque, mais qui existe toujours. Juste un petit complément par rapport à ce que vient de dire Luc. La notion de risque est variable aussi en fonction du degré de maturité de l'entreprise. On a un risque beaucoup plus élevé quand on est en amorçage ou en venture. Il ne faut pas oublier qu'en amorçage, on a 80% de taux de mortalité dans les 5 ans. Donc, c'est très, très risqué. Et c'est pour ça qu'il faut diversifier d'une façon très, très large le nombre de participations qu'on a dans un fonds quand on fait de l'amorçage ou du venture. Ouais. En capital développement et en capital transmission, quand on prend les statistiques de l'INSEE, le taux de défaut, c'est 1%. Donc, en clair, le taux de boîtes qui vont au tapis est beaucoup plus modeste. Enfin, il est existant. Il existe, ouais. Il ne faut pas se leurrer. On est, encore une fois, sur la vie de l'entreprise. Mais on est très, très largement en dessous du risque quand on est dans une jeune pousse qui, évidemment, est très dépendante des financements et du marché. Si elle ne le trouve pas, elle est morte. Deuxième question auquel je vais répondre. Y a-t-il une nouvelle loi qui prévoit de mettre du private equity de manière systématique dans les contrats d'assurance vie en gestion pilotée ? Et donc, il y a effectivement un projet qui s'appelle la loi Industrie verte, qui va inciter, pas forcément obliger, le décret est en cours d'application, les distributeurs de solutions d'épargne, les banques, les compagnies d'assurance,
les conseillers en gestion de patrimoine, à proposer à ses clients des allocations prétypées dans lesquelles on mettra du private equity, libre au client d'accepter ou non ce choix. Voilà, sachant que je pense que si c'est fait intelligemment, ça peut être générateur de valeur et de réduction de volatilité. Et la dernière question que je trouvais très intéressante, est-ce que globalement cette obligation éventuelle ne va pas créer une bulle sur le private equity? Donc là, je demande aux experts de nous aider. Alors, je vais parler plus pour Eurazeo parce que dans nos stratégies d'investissement sur lesquelles nous avons des fonds qui potentiellement seront utilisés, donc en l'occurrence le fonds dont on va parler, je dirais non parce que on est sur des univers d'investissement qui sont très profonds. La dette privée européenne, le marché du secondaire, c'est des choses qui sont des marchés extrêmement larges dans toute l'Europe. On a plusieurs stratégies d'investissement dans ce fonds-là et on déploie déjà beaucoup d'argent aussi contre nos stratégies institutionnelles. Donc de ce côté-là, j'ai aucune inquiétude. Eric? Pour ce qui me concerne au niveau des ATIS, je dirais qu'il faut regarder quel sera l'affinement de cette loi industrie verte, parce qu'elle porte un nom quand même, industrie verte. Ça signifie quoi? Ça signifie décarbonation, réindustrialisation et aménagement de friches industrielles désaffectées. À partir de là, il y a deux problèmes à mes yeux. Le premier, si je réindustrialise, il faut construire des usines, il faut trouver les compétences. On a désindustrialisé la France depuis des décennies. On n'a plus les compétences qu'on avait dans le passé, donc il va falloir attendre et chercher ces compétences et former des gens. Donc effectivement, il y aura peut-être un nombre de sous-jacents si on restait cantonné sur ces trois thématiques relativement modestes. Donc c'est en cela que je dis, attention, il faudra bien choisir ses gérants et bien choisir la zone géographique dans laquelle ils vont investir. Tout à fait. Alors là, on a une question intéressante, que j'ai perdue. Quel est l'impact de la hausse des taux sur les investissements que vous avez pu réaliser ou que vous allez réaliser? La hausse des taux, elle est venue, on l'a constaté en 2023, pas mal gripper notre marché. Pourquoi? Parce que si on parle justement des opérations de LBO, il y a de la dette. Et quand la dette est plus chère, forcément, il y a moins d'événements de crédit. Donc, s'il y a moins d'événements de crédit, il y a moins de transactions. Comme pour l'immobilier. Donc, moins de transactions, ça veut dire moins de sorties au niveau des fonds. Donc, les investisseurs reçoivent moins d'argent. Et donc sont peut-être moins enclins à investir parce qu'ils n'ont pas reçu de les liquidités de l'année N-1 pour faire l'année N+1. Ceci étant dit, il n'y a pas le feu dans la maison parce que, encore une fois, on est sur les marchés non cotés. On est dans le temps long. Donc, c'est pas parce qu'il y a une absence de transactions que nos sociétés vont mal. On peut garder nos portefeuilles comme du bon vin. On peut le garder une année de plus ou 2 ans de plus. Ils vont maturer, elles vont créer de la valeur et on les vendra plus cher un peu plus tard. Donc en fait, ce qu'il faut, il faut encore une fois, nous on est très attachés à l'idée en sortie du multiple plus que du TRI, parce que on considère que quand on est justement dans du temps relativement long et que s'il y a des sujets de ce type-là qui viennent ralentir le marché, ça prendra un peu plus de temps, mais ça ne mettra pas non plus en danger le multiple que nous obtiendrons au niveau de nos sociétés. Parfait. Si je peux compléter, je dirais que ça va dépendre aussi des secteurs d'activité dans lesquels on est investi. Il y a des secteurs qui sont plus résilients que d'autres. La hausse des taux a généré un phénomène de ralentissement dans certains secteurs d'activité. Si on regarde la consommation, on baisse en termes de consommation. Donc, il faut regarder les secteurs dans lesquels on investit. Certains sont beaucoup plus résistants que d'autres. Et le deuxième point, c'est effectivement pour les participations existantes dans les fonds, c'est quel est le levier qu'on a utilisé à l'entrée. Si je prends le cas d'Isatis, on a 23 ans d'expérience dans le domaine du financement d'entreprises non cotées en bourse. Le levier de dette moyen constaté sur la période à l'entrée, c'est 1,7 fois le résultat l'EBITDA, le résultat d'exploitation de l'année passée. Et donc, on n'est pas sur des situations tendues. Donc, on paye un peu plus cher, mais il n'y a pas péril en la demeure. Et à la limite, on peut patienter. Exactement. On n'a pas de problème. S'il faut attendre 6 mois de plus pour faire un investissement complémentaire, pour faire une acquisition, par exemple, on ne sera pas sous la pression. Et par ailleurs, la hausse des taux génère mécaniquement une baisse des valorisations à l'entrée.
Donc, on aura aussi l'opportunité de faire des acquisitions à des niveaux de valorisation plus. Et après, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui empruntent à taux variable, mais qui plafonnent leur taux. Oui, on peut les protéger avec. On peut couvrir ces positions. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, ça c'est des questions et on remercie ceux qui les ont posées via la newsletter. Et on va maintenant passer un petit peu plus à la partie concrète. Donc on va commencer avec Eurazeo et Luc qui va nous présenter un petit peu son activité et le produit que vous pourrez retrouver au sein de nos contrats. Très bien, donc Eurazeo, nous sommes une plateforme d'investissement dédiée aux entreprises non cotées. Avec 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 24 milliards pour compte de tiers. C'est-à-dire que Eurazeo dispose d'un peu plus de 10 milliards d'euros de fonds propres. C'est son argent qu'elle investit. C'est l'argent de nos actionnaires qui est investi systématiquement dans tous nos fonds. Donc, il y a un fort alignement d'intérêts puisque à chaque fois que Eurazeo va lancer un fonds dans le marché auprès d'investisseurs tiers, il y a un minima à peu près 20% du fonds qui est, c'est la target qui viennent chez nous. Donc, on est très aligné, bien évidemment, avec nos investisseurs. On est investi aux mêmes conditions. Donc, on est très présent. Vous voyez dans le camembert à droite les différents secteurs dans lesquels nous investissons. Majoritairement, on fait du private equity, c'est-à-dire qu'on investit, on est actionnaire dans les entreprises, donc on investit en capital. Ça représente 25 milliards d'euros, mais par ailleurs, on est un très gros acteur de la dette privée en Europe, avec 7 milliards d'euros sous gestion. Et pour 2 milliards, on commence à travailler notamment l'infrastructure, et notamment ces sujets d'infrastructure de transition énergétique. Voilà, et au global, on a à peu près 600 entreprises dans tous nos portefeuilles, toutes stratégies confondues. Donc, vous voyez, c'est assez important. On est 400 personnes chez Eurazeo et pour insister sur le cœur de notre légitimité, de notre track record, c'est l'Europe continentale sur le secteur mid-cap ETI, c'est-à-dire société d'environ de 50 millions d'euros à 500 millions, voire 1 milliard de valorisation. C'est vraiment là où on a le plus de track record. Parfait. Alors, Private Value Europe 3, nom bien complexe pour un produit qui est pourtant relativement simple, que tu vas peut-être pouvoir nous expliquer. Alors, c'est un produit simple, en ce sens que ce qu'on a voulu faire avec ce fonds, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un fonds evergreen. Il va nécessairement passer des cycles compliqués. Il se trouve que le fonds a été lancé à l'été 2018. 2020, on avait le Covid. Je ne sais pas ce qu'on aura demain, mais dans tous les cas, on a eu la hausse des taux d'intérêt, on aura sûrement des crises économiques qui viendront par la suite. Donc notre obsession sur ce fonds-là, c'est d'offrir à nos clients le plus de prédictabilité et de diversification. C'est pas un fonds qui a pour objectif de faire des rendements à plus de 2 chiffres. C'est pas du tout ça, puisque nous, on s'est dit que pour avoir le plus de sécurité possible, 60% de l'allocation du fonds était sur des opérations de dette privée. C'est-à-dire on prête de l'argent, on est créancier, et sur des dettes unitranches, on est créancier de premier rang, avec tous les avantages du code de commerce jusqu'au nantissement des actions. On est le seul prêteur dans les entreprises, et on prête entre 20 et 80 millions d'euros par opération. Pourquoi ? Parce que la particularité chez Eurazeo pour nos fonds de gestion privée, c'est que nos fonds de gestion privée font exactement la même chose en co-investissement que nos programmes institutionnels. Quand on parlait des 24 milliards d'euros sous gestion pour compte de tiers, il y en a 4 milliards qui viennent de clients privés et 20 milliards qui viennent de grands institutions. Donc cette clientèle privée, hein, elle est relativement récente à l'échelle de Alors oui, nous on fait ça depuis une vingtaine d'années, mais c'est vrai que c'est relativement récent. Mais en tout cas, ça s'est démocratisé auprès du grand public. Voilà, et tout l'intérêt que nous faisons avec ce fonds, c'est que ce fonds, il co-investit systématiquement avec les opérations institutionnelles. Alors, 60% d'aide privée, donc là, on a une grande prédictabilité. C'est du crédit, voilà. C'est des obligations non cotées. L'avantage de l'obligation non cotée, c'est que quand les taux d'intérêt montent, l'obligation, elle baisse pas. Voilà. Au contraire, on gagne plus d'argent parce qu'on prête toujours à taux variable. Et ce sont des stratégies relativement courtes, parce qu'on prête relativement cher, à peu près 2 fois plus cher que les banques. Donc, évidemment, ce sont des dettes qui sont souvent remboursées de manière assez rapide, entre 3 et 4 ans. Ce qui est très intéressant sur un fonds qui est semi-liquide, il faut des cycles courts.
Et la partie de 40%, c'est du private equity. Mais là encore, on n'est pas en direct sur les opérations. Nous faisons ce qu'on appelle des opérations secondaires, c'est-à-dire que nous rachetons des portefeuilles de participation non cotées, soit à des grands investisseurs institutionnels, soit directement au fonds de private equity. Et il y a 3 avantages à ça. Le premier, c'est qu'on a, c'est un marché de professionnels, c'est des grosses opérations en jeu souvent à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, on bénéficie d'un effet portefeuille. À chaque transaction, il y a un portefeuille. Donc, c'est pas une société. Donc, on diversifie. Encore une fois, c'est notre obsession d'offrir de la prédictabilité. Oui, en une fois, vous achetez un portefeuille déjà constitué. De 15-20 sociétés, voilà, quelquefois 50. Ensuite, comme on arrive à mi-parcours d'opération de private equity, on voit ce qu'on achète. C'est pas la feuille blanche. C'est-à-dire que, toujours pareil, avoir cette prédictabilité. Et comme on arrive à mi-parcours d'opération, forcément, on va sortir plus rapidement. Donc là aussi, on est sur des cycles d'investissement qui sont en moyenne de 3 ans. Donc, le point commun entre la dette privée et le secondaire sur ce fonds-là, c'est des cycles d'investissement relativement courts. Donc ça, c'est très important. C'est un peu contre-intuitif quand on parle private equity. Mais justement, on l'a créé avec cette volonté. Il a été bâti pour ça. Notre univers d'investissement, c'est ce que vous avez sur la diapositive. Donc, ce sont des sociétés essentiellement en Europe continentale. On peut peut-être passer sur le mid-market. Là, on a des exemples. Et des exemples. Eh bien, sur la dette privée, donc, comme je le disais tout à l'heure, on est sur des sociétés qui vont rarement dépasser 300, 350 millions d'euros de valorisation. Des exemples que vous connaissez bien, c'est Jot, les petites doudounes de ville, par exemple, ou Carré Blanc, l'âge de maison. Voilà, on est chez Jot, on a prêté beaucoup d'argent à Jot. Et puis, dans le private equity, on va être sur des sociétés plus grosses. Picard, vous êtes tous clients de Picard. Picard, c'est une société qui est valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Quand vous cassez vos pare-brise, vous allez chez Carglass, mais vous reconnaissez l'ancienne Carglass chez Belron, qui est le nom de la société. Ça, c'est près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est des très grosses sociétés. Froneri, c'est le concurrent de Picard en Italie, donc c'est du surgelé à nouveau. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la confection, on est dans l'alimentaire, on est dans du service business généré par des assurances pour réparation de pare-brise. On va être de télécom. Donc, on est très diversifié dans la vie de tous les jours. On investit sur des sociétés qui sont que vous connaissez. Donc, c'est pas du tout, comme on disait, la start-up dans le monde digital. C'est pas du tout la stratégie de ce fonds-là. Alors, est-ce que ça performe tout ça? Et donc, justement, c'est cette obsession d'obtenir de la prédictabilité. Alors, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais on a un fonds aujourd'hui maintenant qui s'approche des 2 milliards d'euros en valeur d'actifs. Vous voyez qu'il y a des performances extrêmement stables, qui n'a quasiment pas connu de courbe en J parce que justement, on a fait de la dette privée. Donc, c'était le côté mitigant, qui est diversifié dans plus de 200 sociétés. Et vous voyez, en 2023, on a fait 9% de performance net client. En 2022, on a fait 6,8. En 2021, on a fait 7,1. Là, au 9 mars, on était à 1,52. Donc, je vous laisse extrapoler. On devrait être aux environs de notre objectif qui est entre 6,5 et 8%. On est prêt à prendre le pari qu'on sera dans ces eaux-là. Je ne sais pas si on fera aussi bien en 2024 qu'en 2023 parce que si le taux d'intérêt baisse un petit peu, forcément, comme on est à taux variable, on baissera un petit peu. Mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui est très prédictif. On voit aussi qu'en 2020, la valeur liquidative s'est bien tenue. Et que, absolument. On n'a pas eu de catastrophe. Ouais. On progressait peu au départ parce que forcément, on n'était pas suffisamment investi. Il fallait déployer. Ouais. C'est l'avantage de rentrer dans ces fonds evergreen quand ils sont matures. On est dans la 6e année. Le paquebot est dans son rythme de croisière et quand le client rentre maintenant dans le fonds, il profite de tout l'embarqué et de cette performance qui se génère toutes les semaines puisque nous avons une valeur liquidative hebdomadaire. Donc là, on voit qu'il y a des performances qui sont stables. On a vu des graphiques de performance en début de présentation à 14-15% par an. Ce sont des fonds qui, en général, sont millésimés où vous sortez une partie plus tôt. Donc, les taux de rendement sont parfois un petit peu complexes à calculer parce qu'on a des remboursements en cours de vie. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif de ce produit, c'est pour ça que nous, on en a parlé régulièrement, c'est qu'on sait qu'il est bâti pour une performance stable et que dans une allocation, si ça veut bien fonctionner pour les années à venir, un rendement de ce type-là, avec peu de volatilité, j'y reviens, dans une allocation d'actifs, ça permet de réduire des risques de contre-performance par rapport à certains marchés cotés. Voilà, justement, je rajouterai une dernière chose, c'est que on a absolument aucune prétention d'être à plus de 2 chiffres,
puisque ce n'est pas un fonds de private equity, c'est un fonds qui investit principalement en obligations. C'est un fonds de dette privée à 60%. Et sur les opérations secondaires, on ne peut pas capter toute la création de valeur puisqu'on arrive à un mi-parcours. Donc forcément, on va privilégier la sécurité par rapport au rendement. C'est vraiment ça qu'on. Je vais même aller un la petit peu plus philosophie loin. du produit. Quelqu'un qui aurait investi au début, qui capitalise 7%, plus 7%, plus 9%, bah globalement, en fait, ça fait un taux de rendement qui est supérieur au taux de rendement annuel. Et avec le temps, on a besoin au fond de moins de rendement régulier sur un fonds evergreen que sur un fonds millésimé qui vous dit. Oui, parce qu'on est toujours investi aussi. Exactement. C'est tout l'intérêt. On n'a pas de courbangier sur ces fonds-là. Dès qu'on investit, on y rentre, on bénéficie tout de suite de l'embarqué. Exactement. Voilà. Alors sinon, j'ai eu plusieurs questions sur les frais. Les clients Lynxea sont vigilants. Ils ont envie de s'y retrouver un petit peu sur globalement les niveaux de frais dans le private equity. J'ai eu un fonds qui a été nommé où on dit oh là là, il y a 5% de frais annuels. C'est pas du tout le cas. Justement, on n'est pas très cher parce que justement, on est sur de la dette privée avec des ambitions qui sont raisonnables mais pas excessives. Donc déjà, les performances que nous affichons sont des performances nettes des frais de gestion. Oui, ça c'était très important. Mais par contre, brut du contrat d'assurance vie. Brut du contrat d'assurance vie, exactement. Ouais, tout à fait. Et le coût du fonds, c'est 1,80. Voilà. 0,9 pour nous, 0,9 pour Il y a des commissions de surperformance ou... Il y a une commission de surperformance de 10%, mais qui est déjà provisionné dans la valeur liquidative. Donc ici, on est net de frais de gestion et net de commission de tout frais. Net de tout frais. Parfait. Bah, merci Luc pour cette transparence. Et on va donc passer à Isatis Capital et Eric qui va nous parler un peu de cette belle maison. Merci. Dont tu es à l'origine. Comment ? Dont tu es à l'origine. Oui, on est 3 fondateurs plus d'autres associés qu'on a fait rentrer au capital. Donc, on est une société de gestion 100% indépendante. On a été créé en 2013. Et en fin de compte, c'est le résultat simplement du rachat de l'activité qui était logée au sein de BNP Paribas, qu'on a racheté et une partie des équipes nous a suivis pour cette aventure indépendante. Dans tout cela, on a 22 ans d'expérience, toujours avec la même stratégie, on n'a jamais varié, on a toujours fait du capital développement et du capital transmission, et on investit uniquement dans des PME françaises. On n'est pas du tout internationalisé. D'où la fameuse économie réelle qu'aime bien le gouvernement. Exactement. Voilà. Alors, nous, on n'investit que dans des boîtes, que dans des sociétés qui sont rentables, qui sont en croissance et qui travaillent en B2B. On n'est pas du tout sur des entreprises qui travaillent avec de la consommation. Du particulier en consommation directe. Nous, c'est vraiment entreprise à entreprise. Ça, c'est une des particularités très importantes de notre stratégie qui est appliquée à tous nos fonds, hein, que ce soit des fonds institutionnels ou des fonds comme celui-ci, qui est dédié à l'assurance vie et au plan d'épargne retraite. Son nom l'indique, hein, Isatis Capital Vie et Retraite. Oui, il n'est pas disponible ailleurs que dans des véhicules assurantiels. On ne le met pas en ça, c'est important. Titre. Donc ça, c'est un point majeur. Et je viendrai sur le pourquoi de cette orientation. On a investi dans 115 PME françaises depuis notre création, enfin depuis qu'on existe, et on a levé 800 millions d'euros depuis qu'on s'est créé en tant qu'Isatis. Dans tout cela, bien, le but pour nous, c'est d'investir non pas en tant que généraliste, on focus vraiment nos investissements sur 3 grandes thématiques qu'on va voir qui sont résilientes et qu'on va voir sur le prochain slide. Donc le produit Isatis Capital Vie Retraite, on a une répartition de la stratégie d'investissement que tu peux peut-être commenter. Alors, quand on a créé Isatis Capital Vie Retraite, toute la question qu'on se posait, c'était de se dire pourquoi les assureurs vie ne proposent pas en France cette classe d'actifs. Il n'y avait pas d'offre auprès des particuliers, il fallait aller au Luxembourg, mais en France, il n'y avait pas d'offre de private equity. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu le code des assurances, ce qui est passionnant, je le recommande, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas du tout de blocage pour offrir ce type de classe d'actifs. Simplement, il y avait des contraintes techniques qui pesaient sur le mode de fonctionnement des assureurs. Comme souvent, c'est pas toujours simple de négocier. Exactement. Avec les assureurs. Donc, il fallait trouver le moyen de construire un fonds qui puisse répondre aux problématiques de l'assureur, tout en offrant une performance de qualité aux investisseurs. Et l'un des points majeurs de l'assureur, c'est la liquidité. Lui, il a ses fonds propres en face et il est contraint d'assurer la liquidité. Et de rendre l'argent quand le client décède, par exemple. De rendre l'argent quand le porteur veut récupérer son cash. Et donc, ce qu'on a construit au travers du camembert que vous voyez, c'est un fonds qui est majoritairement investi en non-coté, dans ce que nous faisons depuis 22 ans, savoir investir dans des PME françaises non cotées en bourse. À côté de cela, pour pouvoir offrir cette liquidité, il est évident qu'il fallait que nous ayons des actifs
liquide. Et pour pouvoir conserver cette notion de économie réelle, facteur de dynamique économique, je rappelle que dans tous les pays, quels qu'ils soient, le tissu de PME et d'ETI est celui qui génère la vraie dynamique économique. Les grands groupes vont générer leurs résultats pour une grande majorité à l'étranger. Et puis, il y a une profondeur de marché. Sur un marché comme la France, on a 146 000 PME, on a 5 800 ETI. Combien y a-t-il de valeurs cotées en bourse? Il y en a 900. Donc, on voit bien qu'il y a un vivier extrêmement large avec une diversité. De boîtes qui fonctionnent probablement très bien et qui, si elles veulent passer le cap, ont besoin de gens comme vous. Exactement. Et donc, à partir de là, on a une variété sectorielle très importante, une profondeur de marché également très forte, ce qui nous a permis d'avoir ces 60% non cotés. L'économie réelle poursuivie avec des small et mid-cap et des vrais small et mid-cap, pas des micro-cap. Les micro-cap, c'est nous, PME. Et puis des liquidités. Voilà l'allocation du fonds qui permet, si le porteur le souhaite, comme c'est un fonds qui publie tous les 15 jours une valeur liquidative, il peut investir à son rythme. Il peut aussi racheter. Le fonds assure sa liquidité et si le porteur veut racheter, il est réglé en numéraire en J+3. Comme sur un OPCVM traditionnel. Comme sur un OPCVM normal. Donc là, ce qu'on a, c'est la répartition des fonds small cap que vous sélectionnez au sein du fonds. Une bonne partie d'entre eux, on les retrouve aussi en direct au sein des contrats d'assurance vie. C'est une bonne chose pour nous. Exact. Alors oui, comment on a fait pour sélectionner ces OPC? On a utilisé un outil qui s'appelle Morningstar, qui filtre 28 000 fonds en Europe. Et donc, on a pris les fonds small et mid cap. On les a tous screenés avec des critères quantitatifs pour voir comment ces fonds, au fil des années, s'étaient comportés, s'il y avait des distorsions par rapport aux indices auxquels ils se comparent. On voulait des fonds qui aient un historique long, on voulait des fonds qui aient des gérants qui soient les mêmes depuis plusieurs années. Et donc, on est ressorti avec de 1020 fonds small et mid qu'on a regardés. On en a eu une trentaine qui nous a paru comme étant représentatifs des critères quantitatifs que l'on souhaitait. Ensuite, on est allé prendre rendez-vous chez ces gérants. On a discuté avec eux, expliquez-nous votre process, contrôle des risques, comment vous gérez, etc. Et à partir de là, on en a retenu 11 et on a demandé sur le raisonnement que l'on exposait, savoir, on n'est pas là pour faire du trading, on n'est pas là pour essayer de jouer les mouvements de marché, c'est pas notre métier. Et surtout, on ne délivre pas de la performance en faisant du trading, parce qu'il y a plein de frais qui viennent s'ajouter. Et puis, l'allocation d'actifs, c'est très, très compliqué, donc il faut faire très attention. À partir de là, on a un engagement, c'est de dire, tant qu'on ne perd pas confiance dans les gérants concernés, on est stable. Alors évidemment, si le gérant sous-performe pendant 3 ans, 4 ans, on se pose des questions. On peut décider de vendre. Ou s'il y a un gérant qui s'en va, même chose, on peut s'en aller du fonds. En contrepartie de cette stabilité, on demande tous les mois d'avoir la transparisation des portefeuilles de façon à fusionner l'ensemble pour voir le niveau d'exposition. Les redondances éventuelles. Et en fait, sur les 11 fonds que vous avez là, les 10 premières lignes de ces fonds cumulés, c'est 6% de l'actif global. Donc, vous voyez que c'est une diversification de risque très forte. Et ça, on le fait tous les mois. Et puis, un autre point, 3 fois par an, on veut un meeting avec les gérants pour discuter avec eux de leur gestion, philosophie, de comment ils voient les choses, quels sont les titres qui ont été achetés, qui ont été vendus, pourquoi. Et donc, avoir un vrai suivi de la performance. Donc ça, c'est un des avantages aussi du produit qui offre à la fois de la liquidité, mais permet à des clients peut-être qui auraient acheté ces fonds-là en direct, d'éviter d'avoir à faire des choix, puisque des professionnels ils peuvent considérer directement s'exposer déjà cette partie-là dans leur allocation d'actifs. Parfait. Donc ça, c'est pour la partie liquide cotée. Et là, on revient sur des exemples. La partie non cotée, donc qui est le fonds de notre métier. On a d'ores et déjà investi dans 27 sociétés dans ce fonds. C'est un fonds de co-investissement. Et il investit avec et à côté de nos autres fonds, que ce soit les fonds institutionnels ou autres. Il va picorer, et donc, tout en respectant les mêmes expositions sectorielles. Alors, comme je le disais, nous, on est un acteur qui investissons dans 3 grands segments. La partie digitale et transformation digitale, il y a encore beaucoup de travail à faire. L'un des exemples, c'est Pitchy, qui, lui, est dans le domaine des logiciels informatiques et qui permet aux entreprises de concevoir elles-mêmes, d'une façon extrêmement simple, toute leur communication vidéo.
que ce soit à destination de l'interne, à destination de l'externe, à destination de formation, et ceci avec des coûts de fonctionnement très faibles, donc qui sont en face de concepteurs agences qui vous facturent 5 fois plus cher que ce qu'eux prennent. Donc, ils travaillent d'ores et déjà avec près de 500 clients en Europe, et donc on les accompagne pour qu'ils aillent encore plus loin dans leur développement. Sagita, c'est dans le domaine de la pharmacie. Donc là, c'est deux pharmaciens qui n'étaient pas très satisfaits des services qu'ils avaient auprès des répartiteurs pharmaceutiques, donc des acteurs qui viennent déposer les médicaments dans les pharmacies. Et donc, ils ont eu l'idée de construire un répartiteur pharmaceutique et à côté de cela, une centrale d'achat pour tout ce qui était parapharmacie et produits cosmétiques. Et donc, c'est une société qui a été créée en 2009. On est rentré, nous, en 2021. Il faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. On finit l'année 2023 à plus de 100 millions et on a des perspectives extrêmement favorables en termes de dynamique. Donc ça, c'est des sociétés que tu détiens déjà depuis quelques années. Dans le fond, Sagita est là depuis 2 ans et demi et il y a une dynamique de croissance. On peut penser qu'elle sera génératrice de Elle valeur. a déjà été revalorisée parce que la dynamique est vraiment très très forte, tout comme Pitchy qui est toute récente. Elle est rentrée au mois de juillet. D'accord. Donc c'est tout frais. Elancy, c'est une société qui est là également depuis 3 ans, société de conseil en stratégie. Donc là, on est sur tout ce qui permet de conseiller le monde de la finance, donc de la gestion d'actifs, des banques, des salles de marché et des assurances, sur les aspects positionnement, réglementation. C'est un groupe, là aussi, on est rentré dans le capital, on avait 24 millions d'euros de chiffre d'affaires, on finit 23 à plus de 50. Et enfin, HPS, alors là, c'est un domaine industriel. Ce sont des vérins hydrauliques de haute précision qui sont à destination du monde de l'automobile, du monde de l'aéronautique, d'industrie de précision, qui est un acteur en compétition avec des Américains et des Japonais, qui sont ses compétiteurs en face, et qui s'en sort extrêmement bien. Même chose, on est rentré sur une société qui faisait une dizaine de millions. Là, on fait 25 et qui est très rentable, implantée partout aux États-Unis, en Asie, en Europe. Donc, très belle dynamique. C'est une PME qui est capable de lutter, française, qui lutte et qui gagne vis-à-vis de grands acteurs mondiaux. Parfait. Donc, est-ce que ça fonctionne bien là aussi ? Alors, ça fonctionne plutôt bien. Quand on regarde entre le fonds présenté par Luc et le nôtre, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'on a à peu près les mêmes performances. On a plus de volatilité, c'est normal. C'est une des questions. On dit il y a plus de volatilité. Donc là, j'avais la question précise était montre une assez forte volatilité comparable aux indices boursiers. Alors, oui et non, prenons 2022, tu pourras peut-être moins 5,50 sur du small cap en 2022. Oui, il fallait rajouter un 2 devant le 5 a priori. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu des fonds qui ont fait du moins 40 même. Ouais. Donc non, en fait, en volatilité, si on regarde la volatilité des marchés cotés, on est plutôt sur des volatilités qui tournent entre 17 et 18% pour les marchés cotés. Là, le fonds, il a une volatilité de 6,5% autour. Enlevé de la présentation, mais c'est une volatilité. Qui n'est pas une volatilité excessive au regard de son exposition au marché. Alors évidemment, on voit des mouvements baissiers qui sont liés à des périodes de correction de marché. Fin 2018, les bourses avaient baissé. Le fonds a subi la conséquence de cette baisse de marché, mais il a fait une performance qui n'est pas bonne, moins 5,7%. Mais qui n'est pas non plus dramatique. Là encore, on a eu des fonds qui avaient perdu 30-40%. Bien sûr, en 2020, fermeture totale de l'économie, les marchés boursiers avaient baissé très violemment, puis on rebondit très fortement. Et quand on regarde, si on trace une ligne en diagonale, on s'aperçoit que le fonds, en dehors de ces épiphénomènes, a tout à fait bien réussi. Il y a un rendement moyen qui est assez proche de... On est sur un objectif, on est dans l'objectif. Nous, on cherche à délivrer aux porteurs. Même chose que pour Euraseo. On n'est pas là en train de chercher une performance à 2 chiffres. Ce qu'on veut, c'est délivrer une performance homogène dans le temps. 6 à 7% hors frais de contrat, comme d'habitude. Là encore, les performances passées ne garantissent pas le futur. Mais globalement, si on prend sur l'ensemble de la durée, si je prends depuis la création, la performance globale est positive. Sur 5 ans, elle est positive. Sur 3 ans, elle est positive. Sur 1 an, elle est positive. Là, on prend année après année. Il y a 2 années négatives, effectivement, qui sont liés à des épiphénomènes, et on pourrait même ajouter, mais avec des gérants d'OPC qui ont démontré dans le temps de leur capacité à créer de la valeur. Oui, ce qui veut aussi dire que dans ce fonds, on a quand même une trentaine de pourcents de fonds de small cap qui a traversé une période difficile en 2022, qui a toujours pas rebondi en 2023. Si on croit à cette thématique,
investir sur Isatis permet de jouer un peu le non-coté et le rebond des small cap cotés en même temps. Hein. On est sur des décotes dans les marchés des small et des mid cap qui sont au plus haut jamais connus. Donc, et il y a eu des courants vendeurs extraordinairement élevés. Donc, on en a souffert. On voit pas mal d'entreprises qui décident de sortir de la cote. Bien sûr. Et on voit que, je sais que chez vous, c'est sûrement des sujets que vous regardez aussi. Ouais. Clairement, le private equity devient un refuge pour l'entrepreneur qui veut prendre son temps. Ouais, tout à fait. Et puis, à côté de cela, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la contrepartie aussi de sa liquidité. C'est un fonds qui permet aux porteurs de sortir chaque quinzaine. Si j'ai acheté et que j'ai besoin de mon argent, je marie ma fille, j'ai trouvé l'appartement de mes rêves ou je ne sais quoi, je peux vendre mes parts et je suis payé en numéraire en J+3. Ce qui est aujourd'hui, je n'ai pas d'autre fonds qui fait ça. Très, très bien. Alors, est-ce que vous avez, chers auditeurs, des questions ? J'ai l'impression que mon truc s'est bloqué. Ouais, donc tu peux peut-être pour les frais, oui. Détailler, je n'ai pas répondu à la question des frais. Nous, le fonds facture 2,5% de frais de gestion. On n'a pas de commission de surperformance. Les performances qui sont affichées sont les performances nettes de tout frais du fonds. Tout frais déduit. Ouais, donc en fait, hors frais de contrat d'assurance. Aux performances qui sont présentées, il faudra donc enlever les frais de gestion du contrat d'assurance vie qui oscille entre 0,50 pour Spirica ou 0,60 pour les autres contrats pour avoir une performance nette de tout frais. Impact de l'inflation sur le non-coté. Est-ce que c'est un peu la même chose que la hausse des taux? Oui, non, ça dépend des... Oui, je crois qu'on a répondu déjà sur c'est similaire au taux d'intérêt. Alors, il y a juste une chose, hein. On a vécu des années avec une inflation à 3-4%, hein, et ça n'a pas empêché l'économie de progresser, les entreprises également d'avancer. Donc, c'est vrai qu'on a eu un pic énorme avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, où il y a eu une explosion des coûts, notamment énergétiques et matières premières. Aujourd'hui, on est revenu sur des niveaux d'inflation qui sont autour de 3, les taux sont à 4. Bon, on a vécu des décennies avec des taux à 4. Absolument. Ça n'a pas empêché la croissance. C'est le changement qui a perturbé le marché. Mais on peut très bien maintenant se stabiliser sur ce niveau de taux sans que ça vienne perturber la vie de l'entreprise. Et puis dans tous les cas, on est toujours mieux avec des performances à 6 ou 7% net, hein, avec une inflation à 4, qu'avec des taux de rendement sans risque, certes qui ont monté, mais parfois plus faibles. Combien de nouveaux fonds par an? Écoutez, sur nos contrats d'assurance, on référence soit des fonds ou des thématiques d'investissement qui nous paraissent peu présentes. On peut référencer des fonds un petit peu en continu quand on a des suggestions, ce qui arrive souvent par le biais du forum. Donc on est à l'écoute des demandes de référencement. Là, on est en train d'essayer de travailler, par exemple, avec eux sur un élargissement du nombre de trackers et du nombre de titres vifs au sein du contrat. Voilà, par exemple. Écoutez, pas d'autres questions. Merci à tous. Merci Eric, merci Luc. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous dis à très bientôt. Et puis à tous ceux qui le souhaitent, vous recevrez le replay prochainement. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci, au revoir.